Avant de commencer, ceci est l'épisode 5. Les épisodes précédents sont dans la playlist en description et les commentaires. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside, getting in the bumpy road. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside, getting in the bumpy road. I gotta move my body. Isigna courait, prête à livrer le combat dont notre protagoniste avait tant besoin pour passer au niveau supérieur. Effrayé, il se retourna brusquement en demandant qui était là. Avec un sourire, il pensa que cela importait peu, car il avait besoin d'un combat et c'était l'occasion parfaite. Les deux échangèrent des coups et s'éloignèrent en sautant. Elle réfléchit, trouvant impossible qu'avec une force équivalente à la 3e couche du fondement initial, elle n'ait pas l'avantage. Cependant, pourquoi était-il à égalité ? Notre protagoniste remarqua qu'elle n'était qu'une petite fille, ce qui l'irrita profondément. Avec du sang dans les yeux, elle se jeta sur lui de toutes ses forces, le laissant sous le choc. Il réalisa son erreur et esquiva, réalisant qu'il allait perdre la tête s'il n'était pas prudent. Il prépara un coup de poing pour frapper son visage, mais elle fit un jeu de jambes, esquiva le coup et frappa sa poitrine, le laissant à nouveau sous le choc. Il tenta une autre attaque, mais elle esquiva facilement et le frappa avec son coude. Irrité, il pensa qu'elle était juste un peu plus forte que lui, mais arrivait tout de même à jouer avec lui. De son côté, elle s'amusait, trouvant bien fait qu'il subisse une punition pour avoir mal parlé d'elle. Il commença à transpirer abondamment et à souffler, son énergie commençant à exploser. Il demanda qui l'avait envoyé pour le tuer. Elle observa que Yang Kai était déjà presque en train de rompre le domaine du corps tempéré et d'avancer vers le domaine du fondement initial, mais il devenait de plus en plus fort et ne semblait pas vouloir s'arrêter de sitôt. Il se prépara et cria pour savoir si elle allait répondre, se jetant sur elle de toutes ses forces. Elle esquiva, mais à ce moment-là, il utilisa le dos de sa main pour contrer son coup. Elle remarqua que chaque coup de poing de lui était imprégné de Kiruan ardent et qu'à chaque impact, elle devait disperser le ki qui tentait d'envahir son corps. Elle réalisa qu'elle l'avait sous-estimé. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être cultivé par n'importe quelle compétence. Les deux continuaient à être à égalité, mais la fille se contrôlait beaucoup pour ne pas écraser notre protagoniste. Ils se regardèrent, et il pensa qu'il reconnaissait cette marque. Il comprit alors qu'elle devait être une disciple, une sœur aînée. Elle se demanda quand il l'avait découvert. Il rit et lui attrapa la main, profitant de son choc. Elle se dit qu'elle ne pouvait pas le laisser enlever son masque et appliqua un coup plus puissant qui l'envoya au loin, tombant lourdement au sol. Il pensa qu'il était surprenant qu'elle réagisse de cette manière à cause d'un commentaire. Il se releva, se plaignant de la douleur, et chercha du regard, mais elle avait déjà disparu. Il conclut qu'elle devait avoir une force bien supérieure à la sienne et qu'elle aurait pu le tuer d'un simple doigt. Se demandant pourquoi elle fuirait un combat, il finit par décider que cela n'avait pas d'importance. Après ce combat, les restrictions qui l'empêchèrent de cultiver furent levées et il s'assit pour méditer à nouveau. Cette fois, c'était différent. Son ki explosait, absorbant le maximum d'énergie possible du monde et circulant à travers son corps pour nettoyer les impuretés. Tout disciple à ce niveau se préparait avec une opportunité comme celle-ci pour avancer vers un autre domaine, la chance déterminant combien il pourrait en profiter. À 300 mètres de là, notre Waifuzinya réfléchissait dans un arbre. Elle n'avait pas imaginé que Yang Kai découvrirait sa véritable identité, mais au moins elle avait réussi à aider son avancement, ce qui rendait ses efforts moins vains. À ce moment-là, elle vit une ombre et demanda qui était là. Effrayée, elle se souvint de cet ancien qui était vraiment le chef de la secte. Elle fit une grande salutation au maître du pavillon. Il lui dit qu'en tant que disciple de son pavillon céleste, elle n'avait pas besoin d'être si formelle. Elle, en enlevant son masque, insista qu'il était juste de montrer le respect dû à un ami proche de son maître. Il commenta que Meng Rua était béni d'avoir une disciple comme elle. Puis il soupira, se souvenant de l'histoire des 2 disciples qu'il avait rendus tout osseux. Il commença à préparer l'énergie dans sa main pour lancer une technique, laissant la fille sous le choc. La technique, un dôme d'énergie, protégeait la région à l'intérieur de la barrière de toute interférence extérieure.
Le chef du pavillon expliqua que le garçon allait causer beaucoup de confusion avec son avancement, mieux valait donc prévenir pour que d'autres personnes ne le découvrent pas. Elle se demandait pourquoi le chef du pavillon s'intéressait à Yang Kai, décidant d'observer simplement comment le garçon allait s'en sortir. Nous vîmes l'énergie de notre protagoniste monter en flèche, et elle commenta intérieurement que c'était comme si une tempête se formait autour de lui, prévoyant un grand tumulte. Les arbres étaient presque arrachés du sol, résultat d'une avancée vers le domaine fondamental initial que ce garçon possédait. Le corps de notre protagoniste commença à absorber, en plus de l'énergie dorée, une énergie bleue très intense. Elle réfléchit à la quantité d'énergie absorbée par Yang Kai, sentant les vibrations même avec la barrière érigée par le chef du pavillon. Elle observa l'énergie du fond du gouffre du dragon converger et se demanda comment cela était possible. Comme une cascade, toute l'énergie tombait sur lui, et elle songeait que notre protagoniste avait absorbé l'énergie du monde et ensuite le Qi Ruan, des types d'énergie ayant des attributs complètement différents. Nous vîmes notre protagoniste cultiver tranquillement, l'énergie débordante se compressant dans son corps. L'ancêtre retira la barrière et annonça qu'il avait terminé. Elle réalisa que la barrière avait été enlevée, l'ancêtre se tourna et dit qu'il allait devant, lui demandant de transmettre ses salutations à son maître, ce qu'elle accepta simplement. Le temps passa et la fille réfléchit à la couche que notre protagoniste atteindrait après son avancée. Du haut d'un arbre, elle fut choquée de constater qu'il avait atteint la 2e couche du domaine fondamental initial, trouvant cela incroyable. Cette percée n'avait pas seulement amélioré sa cultivation, mais lui avait aussi permis d'avancer de 2 couches, chose qu'elle n'avait jamais vue. Notre protagoniste, heureux, ne se rendit pas compte qu'on l'observait. Il cria son émerveillement et son énergie explosa de son corps, laissant la fille encore plus choquée de voir qu'il atteignait déjà la 3e couche du fondamental initial. 2 heures plus tard, la fille décida qu'il était temps de partir après avoir observé notre protagoniste méditer. Alors que la nuit tombait, il pensait encore aux 2 flux d'énergie absorbés par son corps lors de la percée. L'un était une énergie du monde, utilisée pour renforcer son corps et absorbée par ses os. L'autre, du Qi Ruan tiré du fond du gouffre du dragon, condensé en 5 gouttes de fluide yang dans son dantian. Une vague idée de comment continuer lui était venue. Nous vîmes notre protagoniste réfléchir sur les os indestructibles du corps divin qui augmentèrent son pouvoir lorsqu'il était blessé ou ressentait de la douleur, logique selon lui de pouvoir absorber l'énergie du monde. Il observa sa main, pensant qu'il absorbait l'énergie du monde pour augmenter son pouvoir en cas de besoin, se promettant de tester cette théorie. Quelques instants plus tard, il s'étira après s'être levé, continuant sa réflexion sur l'absorption d'énergie d'autres attributs en plus de yang et son taux de cultivation qui augmenterait encore. Atteignant déjà la 3e couche du domaine fondamental initial en une seule fois, il se réjouissait de cette avancée significative. Le Qi Ruan provoquait une grande rotation dans son corps, créant un chemin pour l'énergie du monde et augmentant l'efficacité de l'art secret de Puyang. Nous le vîmes arriver chez lui, contemplant l'évolution de sa cultivation après avoir avancé vers un autre domaine, trouvant cela plus facile comparé au domaine du corps tempéré. L'environnement favorable aidait grandement à la cultivation. Il remarqua que tout semblait différent, ses sens étant maintenant aiguisés. Il pouvait entendre des gens respirer à une distance de 150 mètres. À ce moment, il entendit quelqu'un crier, reconnaissant la voix de Sumu se faisant frapper. Voyant plusieurs personnes courir vers la commotion, il réfléchit que cela devait être un duel au sein du pavillon. Curieux, il décida de jeter un coup d'œil, n'ayant rien d'autre à faire. Arrivant sur place, il fut choqué de voir les 3 figurants à côté de Sumu et 3 autres se regardant avec colère. Se demandant ce qui se passait, il demanda la permission de passer et fit face à un gars qu'il avait déjà vaincu. Puis, choqué, il remarqua Sumu suant de peur. Un autre figurant taquina Sumu en lui demandant s'il avait peur. Sumu, en colère, se jeta sur lui de toutes ses forces, mais reçut rapidement un coup de poing au visage, le gars lui intimant de se taire. Notre protagoniste réfléchit qu'alors même si Sumu avait porté un coup direct, il n'avait pas subi la moindre égratignure. Leur niveau de Qi similaire aurait dû leur donner la même force, se demanda-t-il. Pourquoi ce combat était-il si déséquilibré ? Il demanda ce qui se passait.
Le gars, appelant notre protagoniste frère Wang, expliqua que Sumu était à la 2e couche du fondement initial et son adversaire à la 3e couche. En sueur, il ajouta qu'un duel équitable ne verrait pas Sumu perdre aussi facilement, mais son adversaire utilisait un artefact défensif donné par Rin Zhang, le petit-fils du premier ancien. Pensant qu'il était un héritier gâté, notre protagoniste écouta le figurant continuer en expliquant que la relation entre le premier et le second ancien avait influencé l'hostilité entre Sumu et son adversaire. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il ne montrait aucune pitié envers Sumu. Déclarant qu'il s'agissait donc d'un de ces conflits internes ennuyeux, notre protagoniste entendit le figurant demander de trouver un moyen de sauver Sumu, car en raison de sa personnalité, il finirait par subir des blessures très graves. Répondant qu'un duel amical entre disciples du pavillon nécessitait d'être prêt à recevoir des coups, notre protagoniste souligna qu'il fallait être conscient des risques avant d'accepter le duel. Le figurant protesta qu'il ne s'agissait pas d'un duel équitable, mais notre protagoniste, plus sérieux, rétorqua que la vie n'était pas juste et que le monde appartenait au plus fort. Voyant Sumu tout abîmé, le figurant se moqua de lui conseillant de ne pas avoir peur et promettant de rester sans riposter. Sumu, défiant, répondit que s'il avait du courage, il devrait se battre sans l'armure, mais le figurant, criant, se jeta sur lui, le frappant violemment. Après l'avoir mis à terre, il s'acharna sur Sumu, lui demandant de s'excuser pour ce qu'il avait dit. Sumu se moqua, ce qui irrita encore plus le figurant. Voyant du sang couler, le figurant continua de crier et de rire. 2 figurants qui suivaient Sumu étaient choqués et appelèrent Sumu. Tenant Sumu comme un déchet, le figurant demanda s'ils voulaient le sauver. En silence, ils restèrent hésitants. Il gifla Sumu, leur demandant de répondre s'ils voulaient le sauver, alors ils devaient se mettre à genoux. Ressemblant à un psychopathe, il leur ordonna de se mettre à genoux et de le révérer. Si cela lui plaisait, il les épargnerait. Sumu, brisé, leur demanda de ne pas écouter le figurant, mais il lui claqua la tête au sol, lui ordonnant de se taire. Choqués, les figurants commencèrent à s'agenouiller, surprenant beaucoup notre protagoniste, qui ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin pour Sumu. Observant les figurants à genoux, Sumu presque en pleurs, le figurant exigea plus de sincérité dans leur posture. Les figurants, tête au sol, implorèrent humblement le frère Rin d'avoir pitié. Notre protagoniste réfléchit, impressionné par la loyauté des alliés de Sumu. Sumu jura de malédiction tandis que le figurant, préparant un coup de poing avec toute sa force, frappa presque mortellement Sumu. L'un des figurants battus appela son maître, et le gars, riant, leur ordonna de terminer le travail. Les figurants qui suivaient Sumu répondirent affirmativement et attaquèrent les amis de Sumu, ce dernier les maudissant. Notre protagoniste pensa que Sumu avait bien raison. À ce moment-là, il fut surpris d'entendre quelqu'un proposer d'aller se battre. Nous voyons un figurant très stupide choisir notre protagoniste comme cible et se prendre immédiatement un coup de pied, vomissant tout ce qu'il avait mangé au déjeuner. Le figurant qui était leur chef se demanda ce qui se passait, reconnaissant l'un des subordonnés de Sumu et trouvant cela très irrespectueux. Notre protagoniste, vérifiant si le gars était en vie, pensa qu'il avait heureusement seulement perdu connaissance. Croisant les bras, il fixa le nouvel arrivant qui demandait son identité. Irrité par le silence, ce dernier répéta sa question. Moqueur, notre protagoniste répondit qu'il était Yang Kai, un disciple en formation souhaitant se battre. L'autre, surpris, demanda s'il était le fameux Yang Kai. Confirmant qu'il n'y avait pas d'autre Yang Kai dans le pavillon, notre protagoniste resta serein. Le gars, trouvant cela ridicule, interrogea sur qui lui avait donné ce droit. Notre protagoniste expliqua que les règles permettaient aux disciples de défier qui ils voulaient si la différence de cultivation était de 3 couches. Le gars, souriant, révéla être à la 3e couche du fondement initial et demanda à notre protagoniste son niveau. Rayonnant, ce dernier annonça qu'il était également à la 3e couche. Tout le monde murmura, surpris par la progression rapide de Yang Kai en moins d'1 mois. Le gars se demanda pourquoi Yang Kai, malgré sa cultivation, était encore considéré comme un disciple en formation. Notre protagoniste réitéra son droit de le défier. Le gars, se moquant de lui, accepta et lui laissa la première attaque. L'attaque de notre protagoniste, pourtant puissante, ne blessa pas le figurant. C'est lui qui sentit des dégâts en retour et sa main commença à fumer. Riant,
Le figurant se moqua de l'attaque, mais fut choqué en voyant notre protagoniste se transformer en Super Saiyan, dégageant une aura puissante. Utilisant un peu de son essence Yang, notre protagoniste forma une lame de ki, ce qui fit transpirer le figurant. Sentant un frisson, ce dernier réalisa que son armure de nuage avait été coupée. Refusant de croire qu'une armure de niveau moyen ait pu être brisée par un disciple de la 3e couche, il attaqua, criant que couper l'artefact revenait à chercher la mort. Notre protagoniste, arrogant, continua à faire des coupures, frappant la poitrine de son adversaire à plusieurs reprises, celui-ci tremblant de tout son corps. Notre protagoniste commenta que cet artefact défensif n'était pas si efficace, surpris par la capacité tranchante de la lame de fluide Yang. Le figurant, suppliant, lui demanda d'arrêter, mentionnant que son grand-père était le premier ancien et que frapper le descendant était synonyme de mort. Amusé, notre protagoniste se demanda qui mourrait en premier et commença à percer la poitrine du figurant avec sa lame de ki. Choqué, celui-ci cria des insultes, tandis que notre protagoniste, sombre, lui rappela qu'ils étaient dans un duel sans conséquence. Se défendre était sa seule chance. Le figurant, transpirant et choqué, commença à bégayer, interrompu par notre protagoniste lui demandant de se taire. Ne pensant pas à se rendre, notre protagoniste annonça qu'il tuerait le figurant avant qu'il ne puisse dire un mot. Choqué, le figurant réfléchit qu'il voulait se rendre, car dans un duel, si l'un des côtés n'a pas le pouvoir de vaincre l'autre, il peut se rendre et le duel est terminé. Mais voyant les yeux de notre protagoniste, il comprit qu'il ne plaisantait pas. Le figurant demanda alors ce qu'il voulait. Notre protagoniste répondit qu'il voulait simplement montrer que Sumu était meilleur que lui, expliquant que sans l'artefact, il n'aurait jamais gagné. Choqué, le figurant se défendit en affirmant avoir vaincu Sumu et que sa cultivation était plus élevée. Notre protagoniste, défiant, déclara qu'il allait le prouver. À ce moment-là, le figurant réalisa qu'il ne pouvait plus bouger. Notre protagoniste se tourna alors vers les sbires, leur demandant s'ils voulaient sauver le jeune maître Rei Wang. Devant leur silence, il ajouta qu'ils devaient se mettre à genoux et implorer s'ils voulaient que leur maître soit épargné. Les sbires pensèrent que c'était pratiquement la même chose que ce qu'il avait fait plus tôt. Souriant, notre protagoniste commença à percer davantage, demandant s'il voulait que le figurant meure. Effrayé, le figurant cria à ses sbires de se dépêcher, les menaçant de mort s'il mourait. Choqués, les sbires tombèrent à genoux. Notre protagoniste commenta alors qu'il voyait maintenant comment Sumu était meilleur. Le figurant accepta alors, demandant s'il était satisfait. Mais au moment où il allait finir de parler, quelqu'un cria d'arrêter. Un figurant sauta pour frapper notre protagoniste, le projetant en l'air. Les figurants crièrent en son nom et l'aidèrent à se relever, lui demandant s'il allait bien. Choqué, notre protagoniste se demandait ce qui s'était passé. Le nouvel arrivant demanda au jeune maître s'il allait bien, ce à quoi il répondit par l'affirmative. Remerciant Dieu et s'excusant pour son retard, le nouvel arrivant fut rassuré en apprenant que c'était au moment parfait. Appelé frère Kang, ce dernier, en tant que disciple du hall disciplinaire, connaissait bien les règles du pavillon. Il demanda alors la punition pour quelqu'un qui tente de commettre un meurtre dans le pavillon. Kang répondit que cela dépendait de la gravité du cas, cela pouvant aller de la simple fracture des bras à l'exécution sur place. Pointant notre protagoniste, il demanda ce qu'il fallait faire de lui. Le figurant sombrement affirma que notre protagoniste avait tenté de le tuer. Kang, voyant qu'il n'avait pas d'autre alternative, confirma en riant sombrement. Un assistant de Sumu cria que c'était un mensonge, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un duel et que la vérité était déformée. Kang rétorqua en demandant si c'était vraiment un duel, ajoutant que les présents pouvaient confirmer. Le figurant ajouta que c'était Rei Wang qui avait commencé et que le frère Yang avait été entraîné dans tout cela. Les autres figurants, réalisant la situation, décidèrent de partir, ne voulant pas se mêler de cette affaire. Après cela, seuls restèrent le protagoniste et les 2 assistants de Sumu. L'un d'eux affirma qu'ils avaient tout vu et pouvaient témoigner. Le figurant, au fond, riait comme un fou, pensant avoir déjà gagné. Kang accusa les assistants de conspirer, les rendant inéligibles comme témoins. L'un des assistants, jusque-là silencieux, protesta en affirmant que c'était Enzu qui avait commencé et ordonné à ses hommes d'attaquer.
Il accusa Kang de vouloir cacher la vérité en abusant de son pouvoir de disciple du hall disciplinaire. Kang répondit furieusement qu'il suivait toujours les règles et que douter du jugement du hall était une infraction grave. Le figurant s'apprêtait à jurer, mais notre protagoniste l'en empêcha en lui demandant s'il avait des preuves justes dans les décisions contre les autres. À ce moment-là, Kang souffla et ordonna d'arrêter les coupables, précisant que le Conseil des Anciens déterminerait leur punition. Les figurants furent capturés et notre protagoniste se retrouva à genoux, tandis que Kang, les bras croisés, ordonnait de les emmener. Regardant Sumu qui était tout blessé, Kang demanda de l'emmener chez le second ancien, et un de ses assistants acquiesça. Se tournant vers le figurant tout bête, il s'excusa pour ce qui s'était passé. Le figurant, se croyant le meilleur, insista pour qu'ils emmènent également Yang Kai, jurant de se venger de l'humiliation subie ce jour-là. Kang tenta de le raisonner en soulignant que le tumulte causé serait porté devant le Conseil des Anciens et qu'il serait sage de ne pas agir précipitamment. Le figurant, impatient, ordonna de le faire immédiatement. Kang le rassura, promettant de les punir pour qu'ils comprennent les conséquences de leur impolitesse, mais précisa que Yang Kai ne serait pas tué, car le figurant voulait s'en charger lui-même. Dans la prison de la forêt du pavillon céleste, des toiles d'araignée parsemaient la cellule où se trouvaient notre protagoniste et le figurant. S'excusant d'avoir impliqué notre protagoniste, ce dernier, souriant, lui répondit de ne pas s'inquiéter, car il n'avait pas pu rester en dehors de cette bagarre non plus. Le figurant, choqué, demanda s'il les considérait comme des chiens, et notre protagoniste expliqua qu'une petite bagarre ou une bagarre de chiens était la même chose. Le figurant se rassura en affirmant que le jeune maître Sumu ne les laisserait pas seuls et qu'il les sortirait sûrement de là. Il demanda ensuite à notre protagoniste quelle était la source de l'antipathie entre le premier et le second ancien. Le figurant répondit que cela avait un rapport avec le chef du pavillon et notre protagoniste lui demanda d'en raconter davantage. Le figurant expliqua que Maître Shun avait déjà parlé de l'incident impliquant le chef du pavillon et ses 2 disciples. Depuis lors, le 2e disciple avait été ramené au pavillon et banni dans le gouffre du dragon indigent, et le chef apparaissait rarement, négligeant même l'administration du pavillon, laissant le premier ancien en charge. Ambitieux, le premier ancien se considérait comme le chef intérimaire, ce qui poussait le second ancien à toujours dire qu'il dépassait les limites. Avec le temps, les disputes avaient recommencé, et selon notre protagoniste, si les anciens se disputaient, leurs descendants le feraient aussi, expliquant ainsi l'hostilité entre Sumu et l'autre figurant. Le roux ajouta que dans une maison sans chat, les souris font la fête, suggérant qu'il devait attendre le retour du chef du pavillon pour voir le premier ancien ramper. Son compagnon le reprit, affirmant qu'il ne devait pas parler mal des anciens, mais le roux rétorqua qu'il pensait la même chose, même s'il ne le disait pas à voix haute. La disciple arriva en courant pour avertir le trésorier Meng, l'appelant maître. Ce dernier, ravi de la voir fidèle, fut surpris quand elle annonça qu'ils avaient des problèmes. Après lui avoir tout expliqué, le vieil homme se gratta la barbe et exprima sa surprise en apprenant que Yang Kai avait atteint la 3e couche du domaine fondamental initial et vaincu Renzang. Il supposa que Yang Kai avait trouvé quelque chose d'incroyable dans les montagnes Black Wind. Pressée, la disciple demanda à son maître de cesser de réfléchir et de trouver un moyen d'aider Yang Kai. Le vieil homme, intrigué par son inquiétude, la questionna à ce sujet, mais elle, rougissante et choquée, nia en précisant qu'elle ne voulait simplement pas que quelque chose lui arrive maintenant qu'il avait réalisé tout son potentiel de cultivation. Le vieil homme demanda si elle était proche de lui, mais elle expliqua qu'elle l'observait depuis 2 ans en raison de ses devoirs en tant qu'ombre du Dark Ash. Insistant pour que son maître trouve un moyen de le sauver, elle souligna que personne du même niveau ne l'aiderait et que le second ancien ne s'en soucierait pas, demandant à son maître de s'en charger. Le vieil homme répondit qu'il était très difficile pour lui d'intervenir, car c'était un problème interne au pavillon céleste et qu'un simple trésorier comme lui ne pouvait pas s'en mêler. Désespérée, elle tenta de convaincre son maître qui était choqué. Il lui demanda d'arrêter d'être têtu, soulignant que même s'il ne faisait rien, le second ancien trouverait une solution. Yang Kai étant impliqué à cause de Sumu, si le second ancien ne faisait rien, personne ne voudrait le servir à l'avenir. Elle tenta de protester, mais il lui répondit déjà non. En soufflant, elle se retourna, le laissant choqué.
Puis, assise en colère, elle déclara que si son maître refusait de l'aider, elle refuserait également de participer à la réunion au siège de la terre des saints des 9 cieux, ce qui laisserait sa cultivation au même niveau pour toujours. Le vieil homme, les yeux fermés, resta stupéfait. Meng demanda ce qui lui faisait dire cela. Sans répondre, elle détourna le regard. Il la supplia de lui dire pourquoi elle refusait d'y aller s'il n'aidait pas Yang Kai. Elle cria qu'il se fichait de savoir si Yang Kai vivait ou mourait, alors pourquoi se soucierait-il d'elle? Réfléchissant en silence, le vieil homme, les yeux bien fermés, l'appela mademoiselle et lui demanda de mieux réfléchir. Il se dit qu'il n'était qu'un vieil homme et qu'il ne pouvait pas s'opposer à ses caprices. Elle répliqua que Yang Kai pratiquait un art martial de la tribu Yang et que le Qiyu Yuan en lui était si pur qu'il dépassait l'entendement. Meng, incrédule, demanda si c'était vrai. Elle affirma que le Qiyu Yuan de Yang Kai était 5 fois plus pur que celui de la personne que Meng avait rencontrée. Il demanda si elle avait vu cela personnellement, et elle confirma. Réfléchissant en silence, il conclut que s'il s'avérait vrai, il ne pouvait laisser qu'il lui arrive quelque chose. À la porte, il regarda en arrière, demandant à sa disciple si elle le détestait. Elle répondit que non. Il demanda alors si elle l'aimait, ce à quoi elle rougit et répondit qu'elle ne le détestait simplement pas. Meng l'avertit alors de ne pas tomber amoureuse de lui, condition essentielle pour le sauver. Rougissante, elle protesta en disant qu'elle n'avait même pas encore parlé correctement avec lui. Meng lui expliqua qu'il ne souhaitait pas qu'elle aime quelqu'un, car personne ne méritait son amour. Elle était destinée à atteindre des sommets inaccessibles pour les autres, la forçant à voir son bien-aimé vieillir et mourir, une souffrance qu'il ne voulait pas qu'elle endure. Après avoir tout dit, la tête basse, il disparut rapidement. Elle pensa qu'il était déjà parti, sombre. À l'académie, un garçon passa en courant, criant des excuses. Très pressé, il arriva devant une maison, frappa et appela Sumu. Elle répondit. Le disciple informa alors que le jeune maître Sumu avait été vaincu et que certains de ses subordonnés avaient été capturés par le hall disciplinaire et enfermés dans la prison de la forêt. La porte s'ouvrit rapidement et la jeune fille sortit, demandant qu'il explique ce qui s'était passé. Après ces explications, elle avait déjà disparu, laissant le disciple perplexe. Dans la prison de la forêt, notre protagoniste et les 2 figurants étaient déprimés. Notre protagoniste réfléchissait qu'il s'était déjà écoulé 2 heures sans aucune nouvelle. Sombre, il regarda les figurants et se demanda si Sumu, inconscient, allait vraiment bien. À ce moment-là, un garde apparut, choquant notre protagoniste en demandant qui était Yang Kai. Se levant, notre protagoniste répondit que c'était lui. Le garde l'invita à venir, car quelqu'un voulait le rencontrer. L'autre figurant avertit de ne pas y aller, craignant pour sa sécurité et lui conseillant d'attendre l'aide de Sumu. Le garde cria de laisser Yang Kai, avertissant que toute intervention ferait de quelqu'un un ennemi du hall disciplinaire. Sourire aux lèvres, notre protagoniste rassura son compagnon et suivit le garde, qui ouvrit une porte sombre. Notre protagoniste réfléchit que Rei Zhang avait probablement envoyé quelqu'un et décida d'attaquer en premier pour prendre l'avantage. Dès qu'il entra et que la porte se ferma, il frappa le garde à la poitrine, le faisant tomber et s'évanouir. Nous voyons quelqu'un crier « Tu as du courage !» Notre protagoniste se retourne, effrayé, et plusieurs figurants se jettent lâchement sur lui. Il esquive un coup et en donne un avec toute sa force, mais le gars n'était pas mauvais et rend le coup, projetant notre protagoniste au sol, qui est ensuite frappé par tous et devient sombre. À ce moment-là, il parvient à se relever, à faire un mouvement acrobatique et à donner un coup de pied en plein visage d'un figurant. Mais quelqu'un attrape son pied et le jette loin, le faisant tomber et baver un peu. Notre garçon est fichu, pense-t-il. Il regarde les figurants, choqué et réfléchit. D'après le flux de ki de ce coup, le niveau de sa force doit être dans le domaine fondamental initial, à l'exception de celui-là qui doit être dans le domaine du flux de xi. 1 contre 5, à cause de la différence de cultivation, je ne pourrais pas gagner. Le figurant croise les bras, se croyant supérieur, et dit que c'était courageux de sa part de choisir de se battre. Notre protagoniste sourit et réplique qu'il allait évidemment résister. Le gars souriant lui dit qu'il était très intelligent d'avoir compris leur intention
mais qu'il allait se faire battre pour que le jeune maître Ray Wang soit tranquille. S'il résistait, il ne serait pas possible de garantir qu'il sortirait avec tous ses membres en place. Notre protagoniste, d'un ton sombre, répond qu'il voulait les voir essayer. Le gars ordonne alors de le finir et les 4 figurants attaquent à nouveau. L'un donne un coup de genou, un autre un coup de pied et un autre encore un coup de pied. Notre protagoniste, crachant du sang, est choqué. Le gars ordonne d'arrêter, craignant qu'il ne finisse par mourir. Le figurant qui a pris un coup à la tête se plaint d'avoir perdu une dent. Un autre, en sueur, admet qu'il a failli se faire avoir. Le gars reconnaît que notre protagoniste est fort pour un disciple en formation à la 3e couche du fondement initial. Mais à ce moment-là, quelqu'un crache et tout le monde se retourne, choqué, voyant notre protagoniste se transformer en Super Saiyan. Le gars, choqué et en sueur, se demande d'où vient toute cette aura d'énergie Yuan et comment quelqu'un à la 3e couche du fondement initial peut avoir un ki si fort. Il est clairement au sommet du domaine du fondement initial, à un pas du domaine du flux de ki. Nous voyons notre protagoniste essuyer la bave qui coulait après avoir vomi un peu de sang. Le gars crie, se demandant comment il peut encore tenir debout. Nous voyons l'énergie de notre protagoniste remplir toute la salle. Il saute en l'air, et le gars, choqué, crie qu'il arrive. Nous voyons notre protagoniste avec du feu dans les yeux et la main en flamme, prêt à finir le figurant qui tente d'arrêter son coup, mais est envoyé loin, faisant dire à l'autre à côté de lui qu'il l'a déjà fait. Rapidement, notre protagoniste se retourne, prêt à frapper un autre figurant qui crie de ne pas se croire invincible et utilise une technique de paume pour bloquer. À ce moment-là, nous voyons que son attaque était une énergie chaotique qui créait un vortex, et ses vêtements, ainsi que ses tendons, commencent à se briser. Notre protagoniste supporte tout, augmentant au maximum son énergie. Nous voyons les 2 êtres forcés de se séparer avec la poussée de l'énergie, chacun de son côté. Le gars, en sueur, pense que le Ki Yuan de ce gars est tellement bizarre. Regardant notre protagoniste, qui semblait être en meilleur état que lui, les 4 crient à nouveau, choqués, de l'attraper. Quelque temps plus tard, nous voyons notre protagoniste au sol, et le gars, soufflant, dit qu'il est finalement tombé. Mais à ce moment-là, nous voyons la petite main de notre protagoniste bouger et il se relever. Les figurants, choqués, se demandent s'il est possédé. Le gars demande à son frère ce qu'ils feront. Choqué, l'autre, en colère, dit que cet idiot doit être fini. À ce moment-là, il commence à ressentir un frisson et à transpirer. Choqué, il regarde la porte et voit un brouillard de glace intense. Il se demande ce qui se passe. À ce moment-là, la porte est défoncée et le gars commence à bégayer en voyant la waifuzinia 10-10 arriver pour sauver notre prince. Les gars deviennent sombres, la regardant en silence. L'autre demande à son frère ce qu'ils feront maintenant. Elle les regarde et, à ce moment-là, voit notre protagoniste tout ensanglanté, mais debout. Elle pense qu'elle l'a déjà vu avant et se dit que c'est probablement Yang Kai. Elle passe devant eux, arrive à côté de notre protagoniste et demande qui est impliqué. Tout le monde est choqué. Le gars bégaye que tout le monde l'est. Elle se retourne disant « parfait » et commence à retirer notre protagoniste. Le gars, soulagé, remercie Dieu qu'elle n'ait rien fait. Mais alors, le gars à côté de lui, pointant son torse avec une tache étrange, demande ce que c'est. Le gars réfléchit. Nous voyons une rose de glace éclore, et à ce moment-là, elle explose, et tous les figurants commencent à cracher du sang. Notre protagoniste demanda à la jeune fille si elle avait fait quelque chose à eux. Elle s'enquit de son état, et il répondit qu'il allait bien, mais insista pour qu'ils sauvent également l'âne et les autres. Lorsqu'elle demanda à propos de Sumu, il expliqua que Sumu n'était probablement pas emprisonné, car ses disciples n'auraient pas été assez stupides pour le toucher. À ce moment-là, quelqu'un cria « Là-bas !» et les 2 figurants se retournèrent, appelant Sœur Yang en voyant notre protagoniste dans un état lamentable. L'un d'eux demanda pourquoi elle était avec le frère Yang. Quelqu'un ouvrit la porte, leur ordonnant de sortir. Quelques instants plus tard, ils furent effrayés par la lumière du soleil, se plaignant de la douleur dans leurs yeux après être restés si longtemps dans le noir. En sortant, tout le monde s'exclama en voyant une armée bloquer leur chemin. Notre protagoniste s'étonna du grand groupe, se demandant s'ils étaient venus pour Su.
Elle réfléchit en silence, puis cria à tout le monde de s'écarter. Le figurant, qui était le 2e du classement de la 9e génération du pavillon céleste, la supplia de ne pas lui causer de problème, expliquant qu'il ne faisait que remplir ses devoirs. Ignorant ses paroles, elle répéta son ordre. Choqué, le gars tenta d'expliquer qu'il ne pouvait pas laisser ces gens partir, car ils avaient enfreint des règles du pavillon, et jusqu'à ce que les anciens décident, personne ne sortirait. Moqueur, notre protagoniste demanda quelles règles ils avaient enfreintes. En colère, le gars répondit que les accusations incluaient tentative de meurtre. Aussi éclenchement d'une bagarre en groupe et manque de respect envers le hall disciplinaire, chacune suffisante pour justifier l'expulsion du pavillon. La jeune fille rétorqua que s'ils avaient déclenché une bagarre en groupe, il devait y avoir un adversaire, et demanda où était l'autre partie, s'interrogeant sur pourquoi le hall n'avait capturé qu'un seul côté. Le gars, choqué, réfléchit à cette question, pensant que personne n'oserait emprisonner le petit-fils du premier ancien. Elle poursuivit en demandant à voir le cadavre s'il y avait eu tentative de meurtre. Corrigeant sa déclaration, il précisa qu'il s'agissait d'une tentative. Elle répondit que si tous les défis étaient considérés comme des tentatives de meurtre, pourquoi le hall n'emprisonnait-il pas tous les disciples du pavillon? Elle ajouta que si le hall était si juste, personne ne manquerait de respect, à moins que le hall soit devenu un outil politique dans la lutte pour le pouvoir, expliquant ainsi la méfiance des gens. Le gars, choqué, lui demanda de faire attention à ses paroles. Elle répondit que, qu'elle fasse attention ou non, il savait que c'était vrai. Il se plaignit de son opposition malgré sa sincérité, se demandant si elle se rangeait vraiment du côté de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Notre protagoniste éclata de rire. Irrité, le gars demanda la raison de son rire. Profitant de l'occasion pour choquer le figurant, notre protagoniste prit la main de la jeune fille, expliquant qu'il ne voulait pas déranger sa sœur, mais qu'elle était si têtue et qu'il ne voulait pas interrompre, la laissant faire ce qu'elle voulait. Nous la vîmes sombre regarder notre protagoniste, réfléchir et comprendre son plan. Notre protagoniste lui fit un clin d'œil et confirma son affirmation. Toute rougissante et choquée, elle pensa que jamais aucun homme n'avait tenté de profiter d'elle ainsi. Elle décida de continuer le jeu de notre protagoniste, se promettant de ne pas le laisser s'en sortir facilement. Puis, totalement gênée, elle acquiesça. À ce moment-là, elle lança une attaque sournoise sur notre protagoniste, lui causant un saignement de nez. En s'excusant, elle mentionna son saignement et il répondit de ne pas s'inquiéter, tout en pensant qu'elle n'avait aucune pitié. Nous la vîmes l'aider à se nettoyer. Le figurant, intérieurement enragé, s'exclama en reconnaissant Yang Kai. Ce dernier confirma son identité, demandant s'il avait quelque chose à dire. Pointant du doigt, le figurant questionna comment une telle ordure pouvait être à la hauteur de leur sœur talentueuse. À ce moment-là, synchronisés, les deux répliquèrent en colère, demandant à qui ils parlaient. Notre protagoniste regarda la jeune fille et la complimenta sur son sérieux dans ce jeu. Le figurant, irrité, se demanda quel droit avait un disciple en formation à la 3e couche du fondement initial pour être avec elle. Elle répondit que cette affaire les concernait uniquement. Pour énerver encore plus le gars, notre protagoniste demanda s'il avait déjà entendu parler du coup de foudre. Le gars explosa de colère, déclarant qu'un déchet comme Yang Kai n'avait pas le droit d'interrompre leur conversation. D'un ton sombre, il ajouta qu'un déchet resterait toujours un déchet. À son âge, il avait déjà atteint le royaume du flux de Qi, tandis que Yang Kai était à la 3e couche du fondement initial, alors que lui-même était au sommet du domaine de la fusion de Qi. Se demandant ce que Yang Kai croyait pouvoir faire contre lui, notre protagoniste, souriant, lui dit d'attendre seulement. La jeune fille intervint, demandant au gars de s'écarter de son chemin, car Yang Kai était très blessé et elle devait s'occuper de lui immédiatement. Le gars, sombre, refusa, ordonnant aux disciples du hall disciplinaire de tuer quiconque essaierait de sortir. Il admit qu'elle était plus forte que lui, mais ajouta que si elle voulait sortir avec Yang Kai, elle devrait passer sur son corps. Dans le hall des anciens, une réunion se tenait. Alors les deux qui avaient causé tout ce tumulte étaient à genoux. Les 5 anciens se regardaient. Sumu expliqua aux vénérables anciens que tout ce qu'il avait raconté sur la façon dont les choses s'étaient passées était la vérité. Le gars, en pleurant,
affirma que ce n'était pas seulement parce que Yang Kai avait utilisé un artefact très puissant qu'il avait pu couper son armure de nuages, mais qu'il avait ensuite essayé de le tuer. Sumu cria que c'était des bêtises, tandis que l'autre persistait en disant qu'il disait la vérité. Sumu commença à bégayer, traitant l'autre de menteur et de déchet. Le premier ancien, voyant son petit-fils se faire insulter, frappa fort sur la table en criant que ça suffisait. Il demanda aux autres ce qu'ils pensaient de la situation. Le second ancien, grand-père de Sumu, trouva évident que ce n'était qu'une dispute entre jeunes et qu'ils devraient résoudre leurs propres problèmes sans que le conseil des anciens s'en mêle. Un autre ancien exprima son désaccord, affirmant que la gravité de la situation avait augmenté quand Yang Kai était entré dans le duel. En colère, le second ancien demanda de quelle manière, ajoutant que la honte du gars était due à son manque d'habileté. Le premier ancien répondit que ce n'était pas si simple, car Yang Kai avait utilisé un artefact pour couper l'armure de nuages de Renzang, méritant donc une punition, car aucune arme ne devait être utilisée lors d'un défi entre disciples. Le second ancien répliqua que le gars n'avait-il pas également utilisé un artefact défensif, ce qui constituait aussi une violation des règles. Comment devait-il être puni pour cela? Laissant ceux présents choqués, il continua en disant que perdre par manque d'habileté était une chose, mais dépendre d'un artefact défensif pour humilier son petit-fils était inacceptable. Le premier ancien tenta de calmer le second ancien en expliquant que l'artefact défensif était un cadeau de sa part et qu'il n'aurait jamais pensé que le gars l'utiliserait dans le duel. Feignant, le gars s'excusa auprès de Sumu, espérant obtenir son pardon. Sumu soupira devant cette hypocrisie flagrante, tandis que le second ancien reconnaissait la ruse du gars, rendant difficile la poursuite du sujet. Le premier ancien, se grattant le menton, admit que son petit-fils avait eu tort, mais il insista que Yang Kai était le principal responsable de la situation, ayant presque tué Renzang avec une arme, un acte d'insolence nécessitant une punition sévère pour servir d'exemple aux autres disciples. Un autre ancien exprima son accord total. Le second ancien rétorqua que Renzang ne devrait pas s'en sortir avec une simple excuse, tandis que Yang Kai recevrait une punition sévère pour avoir enfreint les règles. Le premier ancien demanda au second frère de comprendre que la règle enfreinte était différente dans chaque cas, ajoutant que l'acte de son petit-fils pourrait au maximum être considéré comme de l'autodéfense, tandis que celui de Yang Kai était une tentative de meurtre, ce qui rendait son cas plus grave. Le second ancien demanda pourquoi aucune arme n'avait été trouvée par le hall disciplinaire. Il demanda au quatrième frère, en charge, de les informer du rapport. Le gars répondit qu'aucune arme n'avait été trouvée, mais que tout le monde avait vu Yang Kai tenir une petite lame carmin. Le second ancien forma une lame de Xi et déclara que, selon cette logique, il tenait aussi une arme en ce moment même. Le premier ancien rétorqua que manifester du Qi sous forme de lame n'était possible que dans le domaine du fondement pur et qu'il était difficile de croire que Yang Kai, à la troisième couche du fondement initial, puisse faire cela. Le second ancien précisa qu'il ne faisait pas référence à son niveau de cultivation. Le second ancien se leva brusquement, remettant en question si tout le monde avait oublié les compétences martiales, affirmant qu'il n'y avait pas d'absolu dans ce monde. Il se demanda si leur obsession pour la lutte pour le pouvoir au pavillon céleste les avait amenés à négliger leurs obligations. Le premier ancien, furieux, demanda pourquoi le second frère protégeait ce gamin. Le second ancien répondit fermement que si tel était le cas, alors soit les deux seraient punis, soit aucun. Le quatrième ancien, chef du hall disciplinaire, se leva pour dire quelque chose, mais fut rapidement interrompu par le second ancien qui accusa le hall de n'être qu'un outil de lutte pour le pouvoir. Il menaça de rapporter cette situation au maître du pavillon et suggéra de dissoudre le hall disciplinaire pour sa corruption. Le premier ancien, choqué, regarda le quatrième ancien avant d'annoncer qu'il avait déjà décidé d'expulser Yang Kai. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. À ce moment, un messager entra précipitamment, rapportant qu'un groupe avait infiltré la prison et libéré les criminels Yang Kai, Lanton et les autres, ajoutant qu'ils discutaient actuellement avec le frère Hyun Jong à l'entrée de la prison. Intrigué, le second ancien demanda qui aurait eu le courage d'infiltrer la prison ainsi. Embarrassé, le messager révéla que c'était la sœur Sumu. Choqué, le second ancien critiqua son impulsivité. Profitant de cette opportunité,
Le premier ancien demanda ce que le second ancien pensait de l'incident de Yang Kai. Sans alternative, ce dernier céda, laissant le premier ancien conclure que Yang Kai avait enfreint les règles et resterait en prison, tandis que Sumu serait libéré pour sa première violation. Le second ancien réfléchit silencieusement à cette décision. Soudain, le vieil homme Meng entra dans la salle, complimentant les anciens sur leur grandeur. Le premier ancien, surpris, demanda la raison de sa présence. Meng déclara qu'il venait demander pardon pour Yang Kai. Le premier ancien tenta de le faire sortir, affirmant que personne ne pouvait entrer sans la permission d'un ancien. Meng se téléporta, s'asseyant sur la chaise du chef, effrayant tout le monde. Les anciens crièrent à l'absurdité de la situation. Calmement, Meng présenta le médaillon de jade du chef du pavillon, affirmant qu'il apportait un message pour résoudre pacifiquement le problème, et leur conseillant de cesser de se mêler des affaires des jeunes. Choqué, le premier ancien demanda confirmation, mais Meng sortit sans prêter attention à leurs objections. Plus tard, 3 anciens restèrent dans la salle de réunion. L'un d'eux trouva étrange que le chef du pavillon ait été alerté pour une raison aussi banale, suspectant une intention cachée. Le chef du hall disciplinaire pensa que c'était un avertissement que tout était surveillé. Le premier ancien décida de procéder avec prudence, soulignant l'importance d'une autorité pour gérer les problèmes afin d'éviter le chaos. Le 4e ancien suggéra de suivre les ordres du chef et de promouvoir Yang Kai au rang de disciple ordinaire. Dans cet instant, notre protagoniste, Su Yane, et les 2 figurants étaient encerclés. Le chef du hall disciplinaire riait de leur situation, tandis que notre protagoniste réfléchissait en silence. Soudain, quelqu'un arriva en criant de mauvaises nouvelles. Le conseil des anciens avait ordonné de les libérer tous, ce qui choqua le figurant. Le messager expliqua que les anciens avaient discuté et décidé de les libérer, affirmant que personne ne devait s'inquiéter de cette affaire. Perplexe et choqué, le figurant se retourna, ordonnant de les libérer. Notre protagoniste et les 2 figurants étaient tout heureux. Le lendemain, dans une maison, notre protagoniste se leva, gémissant de douleur et se demandant où il se trouvait. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Sumu entra avec les 2 figurants, l'appelant frère Yang. Sumu s'avança pour l'aider et lui demanda comment il se sentait. Notre protagoniste répondit qu'il n'avait rien de grave, nécessitant seulement quelques jours pour se rétablir. Sumu le remercia de l'avoir sauvé à nouveau, et notre protagoniste le rassura de ne pas s'inquiéter pour cela. Sumu insista, affirmant qu'il s'en inquiéterait toujours, et posa plusieurs flacons de pilules sur la table, les offrant pour aider notre protagoniste à se rétablir et à cultiver. Gêné, notre protagoniste accepta les pilules et demanda où était sa sœur. Sumu réfléchit aux rumeurs qu'ils avaient propagées, puis souffla en mentionnant qu'il y avait beaucoup de poissons dans la mer, demandant à notre protagoniste de garder cela en tête. Ne comprenant pas, il insista pour savoir où elle se trouvait. Sumu répondit qu'elle était partie dans la forêt de Blackwind juste après l'avoir laissée. Notre protagoniste demanda si elle avait dit quelque chose avant de partir, et Sumu répondit simplement par la négative. Réfléchissant, notre protagoniste trouva sa personnalité insouciante. Avec les rumeurs circulant sur sa réputation, elle avait décidé de partir au lieu d'expliquer, espérant peut-être que les rumeurs disparaîtraient d'elles-mêmes. La nuit tombée, notre protagoniste n'arrivait pas à dormir ni à se reposer correctement. Il se tourna dans son lit, commençant à transpirer en imaginant la scène de la waifu Zinha tenant tendrement sa main. Il décida d'arrêter de penser à cela pour l'instant, utilisant quelques pilules apportées par Sumu, et commença à méditer. Son énergie monta en flèche, et la matérialisation du squelette doré aspirant l'énergie se fit voir. Il trouva étrange que l'énergie des pilules ne circule pas dans ses méridiens, mais soit partiellement absorbée par le corps divin des os indestructibles. Réalisant que ce corps pouvait également absorber l'énergie des élixirs, il commença à ingérer toutes les pilules une par une. Quelque temps plus tard, il méditait, réfléchissant à la quantité incroyable qu'il avait ingérée, des pilules de grade commun, normalement impossibles à consommer en si grande quantité sans nuire au corps. En méditant, il découvrit que les 2 énergies, la chaotique et la dorée, circulaient à l'intérieur de son corps. Il savait que l'art secret de Puyang ne pouvait pas absorber cette énergie, mais que le corps divin des os indestructibles le pouvait. Le squelette d'énergie dorée se matérialisa et consomma toute l'énergie.
Trouvant cela intéressant, il réalisa que le corps divin des os indestructibles pouvait absorber cette énergie, mais que l'art secret de Pu Yang ne le pouvait pas. Pourtant, des questions restaient en suspens. Plein d'énergie, il ressentit le besoin d'un duel contre quelqu'un de fort. Littéralement, il ouvrit la porte de la chambre de Sumu en criant de se battre avec lui. Choqué, il se tut rapidement en voyant quelqu'un se changer pour prendre un bain. La délicieuse jeune fille, perplexe et choquée, le regarda. Tout rouge, notre protagoniste se demanda pourquoi sa sœur était là. La fille, tenant ses seins, resta complètement figée. Choqué, notre protagoniste murmura « Sœur !» L'aura maléfique de la personnification du mal s'empara d'elle, et désespéré, notre protagoniste sauta dehors, criant de frustration. Il fit plusieurs roulades dans les airs et tomba dans la cour, pensant que toute cette aura assassine lui donnait des frissons. Surpris, il réalisa que la jeune fille se trouvait déjà derrière lui. Il s'éloigna rapidement, essayant de s'expliquer, affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu. Cependant, elle répéta ce mot d'un ton sceptique. À ce moment-là, l'énergie qu'il avait accumulée explosa. En réfléchissant, il se rendit compte que l'énergie des pilules faisait libérer une forte aura à son corps divin des os indestructibles et qu'elle ne le croirait pas. Elle commença à faire des signes avec ses doigts, lui laissant comprendre qu'elle était prête à se battre à nouveau. Avant qu'il ne puisse réagir, elle lança une attaque sur lui. Une rose de glace se précipita pour l'empaler. Choqué, il utilisa toute l'énergie accumulée pour avancer vers la rose et la briser d'un coup de poing puissant. La jeune fille, choquée par cette démonstration de force, envoya plusieurs attaques du même type. Notre protagoniste commença à fuir. Lorsqu'il atterrit, il remarqua que son corps était beaucoup plus fort, car il détruisit l'endroit où il avait atterri, se demandant comment il était devenu aussi puissant. Elle, tout aussi choquée et en sueur, réfléchit qu'il avait réussi à parer son attaque. Ne perdant pas de temps, elle s'approcha rapidement de lui et toucha simplement son épaule, qui commença à geler. Notre protagoniste, tenant l'endroit gelé, la regarda en sueur. Il fit alors circuler l'énergie dans son doigt et toucha l'endroit pour le dégeler. Boum! Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour le prochain épisode. Et ciao! I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body.